Bonjour à toutes et à tous, 128e briefing éclairage sur l'actualité. Alors, la grande nouvelle d'aujourd'hui, comme vous constatez, nous avons le retour de Pavel, le centaure de la Pampa. Et non pas un hologramme mélanchoniste. Non, et non. Voilà. Donc, ouais, on est ravis de le voir revenir, plein d'énergie, plein de nouvelles connaissances sur les différents vins et cépages sud-américains. Et on espère pouvoir partager cette connaissance de visu, de tactu, de goût. Et plein Voilà. de jeux de mollets. Et je parle de jeux de mollets, bien sûr, et vu l'heure des jeux de motards également. Voilà. Donc, nous avons beaucoup d'actualités aujourd'hui, outre le retour de Pavel, bien entendu, mais je crois que les Igor va différentes. commenter cet événement Igor va, d'importance. Igor va bien sûr commenter tout ça. Mais on va commencer par Arnaud, mais je crois qu'on a oui, beaucoup d'actualités avec notamment un fameux Cour de justice internationale qui a inventé différentes choses. On a également une visite très importante à Moscou aujourd'hui. Igor, non pas Igor, Arnaud va commencer et nous t'écoutons avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans un registre un peu plus austère que celui de Pavel, des nouvelles de la Banque centrale de Russie qui a maintenu son taux directeur à 7,5%. C'est intéressant parce que l'inflation, elle, de son côté, est en train de ralentir et elle devrait être inférieure au taux directeur sur l'ensemble de l'année. L'inflation est attendue entre 5 et 7 sur l'ensemble de 2023. Toujours la Banque centrale qui a livré des chiffres intéressants, me semble-t-il. Tout d'abord, la population russe qui détiendrait 100 milliards de dollars en cash, sous le matelas, comme on dit, ou au fond de l'armoire. Euh, c'est... Et en dollars, vraiment en dollars. Oui, C'est absolument. pas l'équivalent. Absolument. Et par ailleurs, les Russes détiendraient, toujours selon les calculs de la Banque de Russie, 66 milliards de dollars sur des comptes à l'étranger. Autre nouvelle économique significative, de mon point de vue, Sber, principale banque de Russie, qui a annoncé de façon inattendue le versement de dividendes records, 565 milliards de roubles, ça fait à peu près 7 milliards d'euros. Pourquoi c'est étonnant? Parce que Sber a annoncé un bénéfice en nette contraction pour l'exercice 2022 par rapport à 2021. Mais il est vrai qu'en 2021, année où la banque avait enregistré un bénéfice record, elle n'avait pas versé de dividendes. Donc il y a un effet de compensation qui est bienvenu pour l'État russe dont on sait qu'il cherche à augmenter de façon urgente et tous azimuts ses rentrées. Enfin, Gaz, le groupe automobile contrôlé par Oleg Deripaska, qui a obtenu le gel en Russie des actifs de Volkswagen, qui, en tout cas, estime le plaignant, n'a pas respecté ses engagements au moment de l'annonce de sa sortie du pays. Donc, c'est une annonce là aussi intéressante et à suivre, qui pourrait donner des idées à d'autres grands groupes russes. Si je peux t'interrompre, Oui. est-ce qu'on sait quels sont ces actifs? Alors, il y avait encore une fois, des activités dans le cadre de co-entreprises, hein, voilà, des actifs financiers notamment qui ont été saisis. Peut-être gelés en tout cas, mis sous séquestre, à titre conservatoire. Des nouvelles de politique intérieure, on a appris que l'administration présidentielle, qui, comme chacun sait, est un lieu de pouvoir tout à fait central en Russie, a annoncé que ses employés, ses fonctionnaires devraient se débarrasser de leur iPhone d'ici début avril pour considération de sécurité. Ça semble assez logique. Ce qui est plutôt surprenant, c'est qu'ils en aient toujours. En mars 2023. Autre nouvelle, peut-être pas centrale, mais qui peut annoncer d'autres évolutions intéressantes. 2 gouverneurs ont été remplacés la semaine dernière, les gouverneurs de la région de Smolensk et de la République de Tchoukotka.
C'est un peu périphérique, mais il se dit que d'autres pourraient suivre. Et parmi les grosses cotes, si j'ose dire, il y a Saint-Pétersbourg, qui pourrait être concerné par un changement à sa tête. Enfin, une réaction virulente, pour ne pas dire au vitriol, de Dmitri Medvedev, numéro 2 du Conseil de sécurité nationale, à la décision de la Cour pénale internationale d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Dmitri Medvedev a laissé entendre que la Russie pourrait éventuellement lancer un missile hypersonique sur le bâtiment de la Cour pénale internationale à La Haye. Alors, on peut en rire, évidemment, mais je pense qu'on devrait prendre ça au sérieux. Alors, non pas au pied de la lettre, mais ça révèle un état d'esprit, une réaction extrêmement dure. Et il ne faut pas oublier que Dmitri Medvedev a eu la valise nucléaire à ses côtés pendant 4 ans et qu'il pourrait fort bien la retrouver dans quelques années. Donc, je pense qu'on devrait prendre peut-être plus au sérieux qu'on ne le fait actuellement ce type de déclaration qui révèle des choses en réalité. Enfin, un déplacement très médiatisé, celui de Vladimir Poutine à Mariupol ce week-end. Vladimir Poutine était en Crimée le 18 mars pour l'anniversaire du rattachement, comme on dit en Russie, d'autres diront l'annexion de la péninsule à la Fédération de Russie en 2014. Il s'est rendu ensuite à Rostov-sur-le-Don, un poste de commandement des forces armées russes, et dans l'intervalle, il a fait un crochet, si j'ose dire, par Mariupol, qu'il a visité de nuit, qu'il a visité entre autres au volant d'une voiture qu'il conduisait et aux côtés de M. Marat Rousnolin, vice-premier ministre, qui est en charge, entre autres choses, de la reconstruction de la ville. Alors évidemment, ça a donné lieu à beaucoup de commentaires très différents, comme on l'imagine, en Russie et en Occident. En Russie, on a surtout insisté sur l'aspect, je dirais, accessible du président qui a pris la voiture, qui n'avait pas de cortège, ce qui est assez inhabituel, qui a rencontré des gens. Les Ukrainiens et les Occidentaux, évidemment, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une visite dans un territoire appartenant à l'Ukraine. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il y a un auditeur qui nous pose une question qui m'était venue à l'esprit également, c'est est-ce que les fonctionnaires vont remplacer leur iPhone par un téléphone chinois? Et donc, est-ce que ça veut dire que les Russes craignent moins l'espionnage chinois qu'américain? Je ne sais pas par quoi il sera remplacé. On sait que Rostec a, il y a quelques années, fabriqué un portable qui ne s'est pas très bien vendu, mais qui a le mérite d'exister. C'était le modèle Iota. Donc, je ne sais pas quelle est la solution retenue par l'administration présidentielle. Pour ce qui est de l'espionnage chinois, il est réel. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le service fédéral de sécurité, ces dernières années, a arrêté un certain nombre, notamment de chercheurs, de scientifiques soupçonnés de travailler pour la Chine. Donc, je ne pense pas qu'il sous-estime le phénomène, mais je pense que dans l'échelle des menaces, surtout aujourd'hui, l'Occident est à des années-lumière de la Chine. Merci beaucoup. Eh bien, Igor, c'est à toi. Donc, on attend avec impatience aussi tous les développements de ces derniers jours. Merci Gilles, bonjour à tous. Alors, je vais poursuivre sur le registre de la Cour internationale de justice pour développer un petit peu plus l'information. Donc, comme Arnaud l'a rappelé, le 17 mars, la Cour internationale de justice a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, mais aussi contre la médiateur pour les droits de l'enfant, me semble-t-il, Madame Maria Lvova-Bielova. Ils sont accusés par la Cour internationale de justice de crimes de guerre et en particulier de déportation d'enfants ukrainiens. Alors, l'avant-veille, le 15 mars, l'ONU a publié un rapport de la Commission indépendante internationale pour l'Ukraine, qui est donc c'est un rapport qui fait environ 20 pages, 18 pages, qui retranscrit donc les travaux d'une commission indépendante qui s'est rendue en Ukraine dans les zones contrôlées principalement par l'Ukraine, et qui s'alarme de graves violations contre les droits de l'homme qui seraient commises donc,
de part et d'autre, aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. Mais évidemment, cette commission pointe du doigt quand même plutôt des gravités du côté de la partie russe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade sur ce mandat d'arrêt et tout ce contexte? Bon, tout d'abord, on le sait, les Ukrainiens exigeaient depuis de nombreux mois une juridiction internationale exceptionnelle pour ce conflit. Elle ne l'a pas eu, en tout cas pas à ce jour, et par conséquent, ce mandat d'arrêt est aussi une forme de dédommagement pour les Ukrainiens. Ça va compliquer davantage l'hypothèse de reprise du dialogue entre les Russes et les Occidentaux, hypothèse qui était déjà très, très faible, hein. Une reprise directe du dialogue entre Russes et Occidentaux. On se souvient que Volodymyr Zelensky, peu après donc, les référendums et l'annexion, donc en septembre, avait signé un oukase présidentiel selon lequel l'Ukraine ne reparlerait plus au Kremlin tant que Vladimir Poutine y serait installé. Donc finalement, on a l'impression qu'on s'achemine un peu on est un petit peu sur cet état d'esprit-là. Troisième élément, ça pose quand même les questions du G20 qui doit se tenir en Inde à la fin de l'année. Il y aura aussi ensuite le G20 au Brésil l'an prochain, en 2024. Donc finalement, comment est-ce que ces rencontres officielles vont se passer? Est-ce que si Vladimir Poutine décide de se rendre en personne au G20 en Inde, qu'est-ce qui va se passer avec ses collègues et homologues occidentaux? Enfin, beaucoup de questions qui sont soulevées. Je rappelle quand même que la Russie, comme d'ailleurs les États-Unis et l'Ukraine, mais aussi Israël, sont des États qui ont signé techniquement le statut de Rome, donc pour la Cour pénale internationale, mais s'en sont retirés depuis. Et par conséquent, ils ne s'estiment pas soumis par les statuts de ce document fondateur. Alors, une réaction à relever dans ce registre-là, celle du ministère des Affaires étrangères chinois qui a fait une déclaration pour expliquer, je cite, que la Cour internationale de justice doit observer une position objective et respecter l'immunité juridique des chefs d'État. Fin de citation. Ce qui me permet de faire la transition vers la visite du président chinois à Moscou, visite qui a débuté il y a quelques heures. Alors, je rappelle que Xi Jinping est en visite d'État jusqu'au 22 mars à Moscou, où il est arrivé à la mi-journée. Je crois qu'au moment où nous parlons, les deux présidents sont en train de s'entretenir. Il est prévu qu'ils se revoient demain encore. Comme il y a 10 ans, la Russie est donc le premier voyage officiel du président chinois fraîchement reconduit dans ses fonctions. Alors, il y a un contexte quand même qui est favorable à la diplomatie chinoise et je dirais, à la politique étrangère de Xi Jinping, puisque Xi Jinping arrive auréolé quand même du succès de la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite au Moyen-Orient, qui a été réalisée grâce notamment à la médiation chinoise, mais on l'avait dit aussi grâce à la médiation régionale de l'Irak notamment. Le 6 mars dernier, il déclarait, Xi Jinping, je cite, « Les pays occidentaux menés par les États-Unis ont mis en place une politique visant à nous contenir et nous étouffer, qui pose des défis sans précédent au développement de la Chine. » Fin de citation. Donc on voit qu'il y a quand même un contexte, alors ça c'était le 6 mars, c'était il y a 2 semaines, hein, qui précède son arrivée. Alors au menu des discussions, ce qu'on en sait, ce qu'on en suppose, hein, il y aura évidemment un gros volet économique. Je rappelle que le volume des échanges commerciaux russo-chinois l'an dernier s'est élevé à 190 milliards de dollars, c'est un record absolu dans l'histoire économique des deux pays. Il y aura évidemment des sujets en lien avec l'économie, donc la logistique, projet de logistique potentiellement, d'investissement chinois en Russie. Peut-être des annonces sur le volet énergétique de leur coopération, mais également des discussions sur la coopération militaro-technique qu'entretiennent les deux pays et le volet de coopération de défense, puisqu'il est prévu que M. Shoigu et donc le ministre de la Défense et le directeur du service fédéral pour la coopération militaro-technique prennent part aux échanges entre les délégations. Il y a évidemment ensuite un volet géopolitique avec les considérations qu'entretiennent les deux pays sur l'ordre mondial et sur l'Ukraine, puisque le sujet a déjà été évoqué aujourd'hui. Et notamment les positions de la Chine sur ce que devraient être les principes qui présideraient à un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Alors, les deux présidents, Poutine et Xi Jinping, ont publié un article
l'un dans le principal organe de presse chinois qui est le Quotidien du Peuple, article signé par le président russe qui a été publié le 19 mars. Et aujourd'hui, Xi Jinping, qui a publié dans la Российская газета également un article. Alors, en gros, quelles sont les grandes thèses développées par les uns et par les autres? Vladimir Poutine souligne le caractère spécial du partenariat russo-chinois qui repose, selon lui, sur la confiance mutuelle, le respect de la souveraineté et des intérêts et le respect des intérêts respectifs. Vladimir Poutine nourrit de fortes attentes à l'égard de cette visite qui va se dérouler du 20 au 22 mars. Il qualifie Xi Jinping de vieil ami avec qui il dit entretenir des liens chaleureux. Le président russe cite Confucius, décrit la relation bilatérale comme ayant atteint son niveau le plus élevé de leur histoire et une relation qui continue de se renforcer avec des liens qualifiés de supérieurs aux alliances politico-militaires qui ont pu exister pendant la guerre froide et dans lesquelles il n'existe, selon Vladimir Poutine, ni partenaire supérieur ni junior partner et aucun tabou dans les sujets abordés. Alors, le président russe, tout comme Xi Jinping dans son article dans la Российская газета, rappelle qu'ils se sont rencontrés une quarantaine de fois dans différents formats. La priorité pour le partenariat, selon Vladimir Poutine, et c'est rappelé, donc c'est le commerce. Il redonne le chiffre donc, d'environ 190 milliards de dollars échangés en 2022 et rappelle l'objectif, c'est un objectif politique, mais qui aujourd'hui paraît atteignable, de 200 milliards de dollars qu'il pense qui seront atteints en 2024. Il évoque également le volet énergétique de la coopération bilatérale et rappelle que Pékin comme Moscou sont en faveur d'un monde multipolaire. Et à cet égard, le président russe, dans son article, salue l'initiative chinoise pour la sécurité globale. Évidemment, il y a un paragraphe inévitable sur où il critique l'Occident dit collectif, qui s'accroche, je cite, à des dogmes archaïques. Et il critique la volonté américaine de contenir la Russie et la Chine, et également le démontage des architectures de sécurité internationale qui est à l'œuvre. Vladimir Poutine salue la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement du conflit en Ukraine. Et enfin, il termine en critiquant évidemment l'OTAN, qui prétend un agenda mondial, et la volonté donc, notamment de l'OTAN, des pays de l'OTAN, et de certaines forces en réalité, qu'il appelle certaines forces, de fragmenter l'espace pan-eurasiatique en blocs militaires. Et donc là, il y a une allusion directe à l'AUKUS dans le Pacifique notamment, et donc cette alliance, comment on pourrait appeler ça, ce pacte militaro-industriel anglo-saxon. De son côté, plus rapidement, le président chinois donc, a expliqué que depuis 10 ans, la coopération bilatérale russo-chinoise se développe tous azimuts. Ça, c'est important parce qu'il reprend un élément de langage qui avait été employé l'an dernier, en février 2022, à Pékin, donc avant l'éclatement du conflit. Partenariat qui rentre résolument dans une nouvelle ère. Pékin et Moscou synchronisent leurs montres sur les grandes questions internationales en temps opportun, ce qui veut dire qu'une forme de coordination à minima diplomatique sur les gros dossiers internationaux. Xi Jinping rappelle que leur coopération mutuellement bénéfique, que leur partenariat, est une coopération mutuellement bénéfique et une amitié éternelle qui n'est dirigée contre aucun pays tiers. L'objectif de la visite, selon le président chinois, c'est de donner une nouvelle impulsion, de nouvelles perspectives aux relations bilatérales et ouvrir de nouveaux horizons. Tout comme Vladimir Poutine, Xi Jinping rappelle l'importance de l'ONU, du droit international, mais aussi d'organisations internationales comme l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, le G20. Et enfin, j'ai relevé une phrase en particulier. Xi Jinping écrit « Il n'existe pas de modèle de gouvernance universelle ni d'ordre mondial dans lequel un seul pays aurait le dernier mot. » Fin de citation. Alors là-dessus, autre information qui permettra de prolonger un petit peu ce thème, il y a eu aujourd'hui une conférence interparlementaire qui s'est ouverte, qui va durer 2 jours à la Douma, qui a rassemblé une quarantaine de délégations africaines, donc qui se sont rendues ici à Moscou, et Vladimir Poutine a prononcé un discours lors de la séance plénière. Alors, plusieurs thèmes ont été abordés. Évidemment, la place de l'Afrique dans le monde multipolaire, l'engagement de la Russie pour livrer des céréales et des engrais à ses partenaires africains. Vladimir Poutine est revenu aussi assez longuement sur le deal céréalier dont on a parlé la semaine dernière.
mais il a également abordé un thème qui désormais lui semble cher, celui du néocolonialisme occidental, qui a été évidemment lourdement critiqué. Il a néanmoins annoncé le doublement des quotas pour l'accueil d'étudiants africains dans les universités russes, qui va être donc mis en œuvre très rapidement. On rappelle que le sommet Russie-Afrique va se tenir vraisemblablement à Saint-Pétersbourg fin juillet 2023. Enfin, dernière information, qui est toujours un petit peu en lien avec ce que j'expliquais juste avant, l'Union interparlementaire a proposé de faciliter des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, et plus précisément l'Afrique du Sud et les Émirats arabes unis ont proposé d'accueillir ces pourparlers, de les faciliter donc, dans le cadre de l'Union interparlementaire. Alors, l'Union interparlementaire KESACO, eh bien, c'est une organisation mondiale des parlements nationaux qui regroupe 179 parlements nationaux et 14 membres associés. En gros, c'est de la diplomatie parlementaire, mais pas seulement, puisque l'agenda de cette organisation, qui est plus que centenaire, eh bien, c'est la promotion de la paix, le dialogue parlementaire et la démocratie. Cette annonce a été faite depuis Manama en fin de semaine dernière, suite à des contacts préliminaires établis de manière informelle auprès de représentants parlementaires russes et ukrainiens. Donc, à suivre. Merci pour cette intervention d'une rare densité. Effectivement, beaucoup de matière aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a des questions sur la CPI, notamment le mandat de la CPI pourrait-il empêcher Poutine de se rendre dans les pays membres pour un sommet, une visite d'État? Alors, j'imagine notamment les signataires. Alors, tu parlais de l'Inde, ils sont signataires du traité, et puis il y a l'Afrique du Sud également dans le cadre des BRICS, donc c'est là où ça risque de coincer un peu. Alors, en théorie, peut-être, mais en pratique, je serais quand même déjà curieux de voir si Vladimir Poutine va s'y rendre physiquement, ce qui est loin d'être encore garanti. Et deuxièmement, même s'il s'y rend, je serais très surpris qu'on lui passe les bracelets à la sortie de l'avion. Les Allemands ont expliqué que si jamais Vladimir Poutine se rendait en Allemagne, il serait arrêté à la sortie de l'avion. C'est ce qui a été dit par, me semble-t-il, un officiel allemand ce week-end. Donc, là aussi à suivre. Alors, pour le G20, effectivement, la présence physique du président russe est hypothétique. En revanche, je serais bien surpris si Poutine renonçait à se rendre en Afrique du Sud au sommet des BRICS. Parce que là, ça voudrait dire qu'il se laisse intimider, entre guillemets, par ce mandat. Donc, et par ailleurs, l'Afrique du Sud, on s'en souvient, avait ignoré un mandat émis à l'encontre du président soudanais à l'époque. Donc, pour le G20, à voir. Pour le sommet des BRICS, et l'Afrique du Sud est signataire, je pense que Poutine ira à Durban au mois d'août. Il pourrait donc, en théorie, se rendre aux États-Unis, éventuellement aux Nations Unies. C'est très théorique. D'abord, Poutine se rend assez rarement aux assemblées générales de l'ONU, une fois tous les 5 voire 10 ans. Il pourrait effectivement essayer de placer les uns les autres devant leurs contradictions. Je pense que là, pour le coup, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors également, pour revenir sur la plainte de gaz contre Volkswagen, est-ce un moyen détourné pour récupérer les actifs du groupe Volkswagen en Russie? Ou est-ce que c'est un moyen pour retrouver des actifs qui auraient été saisis de gaz à l'étranger? Non, je pense que c'est plutôt une mesure conservatoire au titre de dommages et intérêts potentiels. J'observe que ce n'est pas le seul groupe allemand qui fait l'objet de litiges devant la justice russe. Linde est également poursuivi par Gazprom après une rupture de contrat unilatérale portant sur des équipements pour une usine pétrochimique en Baltique. Donc les groupes russes essaient de mettre leurs partenaires ou leurs anciens partenaires devant la responsabilité et de faire en sorte que ce qu'ils considèrent comme des ruptures de contrats abusives ne soient pas impunies, entre guillemets. En tout cas, c'est un vrai sujet. À ce stade, je ne vois pas de politique dans le sens où ces plaintes ne sont pas téléguidées par le Kremlin. Ce sont vraiment, en l'occurrence, Gaz et Gazprom qui s'estiment lésés.
Il faudra voir si ça évolue et si ça prend une autre ampleur dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, une question plutôt pour Igor. Le tous azimut, donc entre guillemets, avait été aussi employé il y a quelques jours lors de la visite de Loukachenko en Chine. Quel est le bilan de cette visite? Des armes ont-elles été achetées par la Biélorussie? Pouvez-vous expliquer le terme tous azimuts? Merci. Bon, sur la visite de Loukachenko, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'à vrai dire, bon, c'est vrai qu'il s'est rendu donc en Chine, c'est quoi, il y a 2-3 semaines. En tout cas, c'était avant la réélection, la reconduction de Xi Jinping dans ses fonctions. Sur les armes, j'en sais rien. Ce bilan, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ce qui est certain, c'est que la Chine est un partenaire de premier ordre pour la Biélorussie, notamment un partenaire économique de premier ordre. C'est aussi un partenaire politique dans le sens où ça permet, me semble-t-il, au président biélorusse de sortir un peu de l'entre-deux avec Moscou, en mettant en avant une relation quand même avec un poids lourd comme la Chine, une relation directe donc avec les Chinois. Sur le tous azimuts, en fait, c'est pour expliquer, c'est pour décrire plutôt un partenariat qui se développe et semble prospérer dans de très nombreux domaines et dans la durée, puisque lorsqu'on regarde une fois de plus les deux textes publiés, bon, à la fois par Vladimir Poutine et par Xi Jinping, mais alors là, pour le coup, plutôt celui publié par le président chinois, il est quand même rappelé qu'on est dans le cadre d'une relation qui monte en puissance de manière quasiment continue depuis 10 ans. Et le président chinois, d'ailleurs, appelle ses lecteurs à regarder ce qui se fait entre la Russie et la Chine depuis 70 ans. En fait, il dit regardez d'où on vient depuis 70 ans, comment la relation a évolué. Et en particulier avec un focus sur les 10 dernières années, 2012, 2022, enfin 2013, 2023, pour voir comment là, on a vraiment une montée en puissance sur l'économie, sur le militaro-technique, sur les domaines de souveraineté, sur l'énergie. Sur aussi des convergences de plus en plus fortes en matière de considération internationale sur l'ordre mondial. C'est un petit peu tout ça qui est recouvert par le tous azimuts. Tous azimuts qui sert aussi quand même à cacher certains non-dits dans la relation que sont bien identifiés, hein, donc des différents historiques sur au-delà des 70 ans qui sont évoqués dans le texte, hein, sur entre la Russie et la Chine, sur l'asymétrie qui existe dans la relation, qui s'est en réalité amplifiée depuis le 24 février 2022. Enfin, en réalité, il y a évidemment des dossiers qui sont délicats, des non-dits, mais qui semblent complètement mis de côté face à ce que les deux pays veulent présenter comme de très fortes convergences sur les sujets que j'ai évoqués. La coopération militaro-technique, il faudra voir dans quelle mesure ça peut encore bouger. De toute façon, on ne va pas spécialement l'évoquer ici, mais étant donné notamment les sanctions qui ont été prises depuis février dernier contre la Russie, mais aussi certaines sanctions qui avaient été prises auparavant par l'administration américaine contre la Chine. Et pour la coopération de défense, un exemple qu'on évoquait la semaine dernière, les manœuvres navales avec des bâtiments russes et chinois au large de l'Afrique du Sud, on revient à l'Afrique du Sud, en février dernier, et là, des manœuvres qui sont terminées dans le golfe d'Oman avec la marine iranienne, qui se terminent aujourd'hui ou se sont terminées hier, enfin des manœuvres de 4 jours, donc vraiment aux confins de la zone gérée de l'Indo-Pacifique, au large pratiquement, en mer d'Arabie et le golfe d'Oman, donc des zones qui sont quand même très sensibles, parce que c'est par là que transite une grande partie du pétrole qui est consommé par les économies à travers le monde, et donc une zone sensible pour les intérêts occidentaux. Merci. Alors, pour continuer sur la Chine, deux questions. La première, est-ce que les échanges sont équilibrés? Alors, ils sont en hausse, comme tu l'as noté, mais j'imagine que c'est pétrole et minerais dans le sens Russie-Chine et plutôt bien d'équipement et de consommation dans l'autre sens. Mais en volume, c'est à peu près équilibré? Méthodologiquement, il faut savoir que les statistiques du commerce extérieur russe ne sont plus en accès libre, notamment sur le site des douanes, elles sont désormais inaccessibles. Ce qui est bien dommage parce qu'elles étaient extrêmement détaillées, extrêmement riches et très très fouillées. C'était un outil de travail très précieux pour les chercheurs. On n'y a plus accès. Donc maintenant, il faut aller voir sur les statistiques chinoises. Donc on aura le reflet que d'une des deux parties. Donc là, je ne peux pas encore vous dire, je n'ai pas ce détail-là. C'est des chiffres qui ont été communiqués par leurs services respectifs aux deux présidents.
Donc, je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur la répartition. Est-ce qu'il y a certainement que les matières premières tiennent une place très importante et que les importations russes depuis la Chine aussi en termes de produits manufacturés. Mais à vrai dire, je ne peux pas aller vraiment au-delà. Merci. Autre question, donc toujours pour la Chine. Après Moscou, est-ce que Xi Jinping va ailleurs? Si oui, où et quelles conclusions tirer de l'ordre des visites? Alors, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il est prévu qu'il ait un contact vidéo avec Volodymyr Zelensky pour essayer de faire avancer son projet c'est pas vraiment un plan de paix, c'est un nom abusif qu'on a utilisé, mais en tout cas, voilà, son initiative pour la paix en Ukraine. Mais une fois de plus, ce sera un contact visuel, enfin visio, il va pas aller à Kiev. Pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus. Il y a encore des relations commerciales entre la Chine et l'Ukraine? À ma connaissance, oui, il y a toujours des relations commerciales. Maintenant, voir ce qui reste de ce commerce, je ne sais pas trop. La Chine, là aussi, avait réalisé des investissements assez importants en Ukraine, hein, notamment dans le domaine de l'industrie, dans des domaines aussi d'ailleurs dual, on va dire, notamment chez Motor Sich, hein, qui était un industriel très important en Ukraine pour les systèmes d'hélicoptères et de propulsion. Les Chinois souhaitaient mettre la main sur Motor Sich, les Américains étaient contre. Il y avait donc un partenariat économique qui se traduisait notamment par des perspectives de synergie sur ce domaine-là, mais qui rentrait en contradiction avec les intérêts américains. Et tout ceci, évidemment, c'était avant la guerre. Il faudrait voir maintenant ce qu'il en reste. Mais oui, il y a un partenariat, mais il est beaucoup moins dense. On peut imaginer que celui entre la Russie et la Chine. Il n'y a pas photo. Alors, dans un domaine complètement différent, tu parlais du retour en masse possible des étudiants africains en Russie. Alors, on se rappelle qu'à l'époque de l'URSS, c'était quelque chose de très important et qui se faisait sur une base gratuite essentiellement, enfin d'aide aux pays africains. Ensuite, c'est devenu une aide, enfin, c'est devenu une éducation payante, ce qui a détourné beaucoup d'Africains de Russie qui ont préféré payer ailleurs. Là, ce renouvellement, c'est quoi? Sur une base d'aide ou encore une fois économique? Quelle est la perspective? Je pense que doubler le quota, oui, il faudra voir s'il y aura des aides à la mobilité internationale qui seront débloquées. Je dirais que oui, parce qu'en fait, c'est pas non plus des sommes énormes en réalité, ces bourses, hein, qui peuvent être offertes aux étudiants africains. Je pense que une grande partie des ressources, à la fois humaines mais aussi financières, que la Russie pouvait déployés en direction de l'hémisphère occidental vont malheureusement se finir, se tarir. Et je pense que ce capital va être redéployé vers les horizons occidentaux, y compris vers l'Afrique. Et quand je parle de ressources humaines et de moyens humains, je parle aussi des diplomates, puisqu'on connaît la situation, la relation diplomatique entre la Russie et les pays occidentaux, suite aux vagues d'expulsion. Mais aussi, donc, pour les aides à la mobilité, je pense que c'est des bourses et des programmes de soutien qui seront redéployés, à mon avis, en tout cas des financements seront redéployés vers l'Afrique. Et donc, ça va se traduire, et ça pourrait corroborer ce qu'a expliqué Vladimir Poutine, donc on va doubler le nombre de quotas. Alors après, traditionnellement, les étudiants africains venaient beaucoup dans les humanités, mais pas seulement, aussi dans la médecine et dans l'ingénierie, en tout cas certains secteurs de l'ingénierie, où on voit beaucoup d'étudiants africains. Donc là aussi, un domaine à surveiller. Il y a un autre volet très particulier, très spécifique. Ce sont des étudiants un peu particuliers, ce sont des officiers. Il y a une montée en puissance de la coopération militaire avec certains pays d'Afrique. Et ce qui est certain, quoique difficilement quantifiable, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'officiers ou d'aspirants africains en cours de formation dans les académies en Russie. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Alors, on a une question sur les terres, encore une fois, sur la partie. Voilà, notre auditrice nous dit, il me semblait qu'il y a des terres sur la partie Donbass que la Chine a achetées en Ukraine. Avez-vous des infos? Par la même occasion, y a-t-il des terres exploitables achetées en Russie par les Chinois? Achetées ou louées, j'imagine. Ce sont
pour éviter de dire des bêtises, nous recouperons et nous ferons des recherches pour le prochain briefing. Je n'ai pas d'éléments particuliers. On sait que les Chinois avaient investi en Ukraine, encore, comme le disait Igor, dans des proportions différentes de celles de la Russie, quoiqu'ils n'ont pas vraiment beaucoup investi aussi. Ils font des échanges. Jusqu'à présent, l'une des particularités de la relation commerciale, c'est que les Chinois ont peu investi. Ils ont octroyé des prêts, ils ont financé certains grands projets. On verra si ça change. Mais il y avait une présence, effectivement, dans le domaine agricole, dans le domaine agro-industriel, en tout cas en Ukraine. Donc, on regardera finement où ça se situait et ce qu'il en reste, si ça fonctionne toujours aujourd'hui. En fait, je sais qu'en Extrême-Orient, ils s'intéressaient au bois, notamment les Chinois. Et donc, alors, ils n'achetaient pas forcément des terres, en tout cas, ils exploitaient ces terres, ils exploitaient le bois. D'ailleurs, dans certains districts, ça posait, semble-t-il, des problèmes, et parfois, certains permis d'exploitation étaient refusés par les Russes au motif qu'il y avait quand même, voilà, il y avait un impact sur l'environnement qui risquait d'être un peu surdimensionné. Mais là, on comprend que c'est par rapport à l'agriculture, notamment, que la question est posée. Donc ça, oui, on vérifiera, c'est une très bonne question. Oui, il y avait notamment, il y a eu une époque, beaucoup de critiques et de problèmes autour du Baïkal, avec l'exploitation par la Chine des ressources forestières dans des conditions que les groupes écologistes locaux trouvaient un peu excessives. Le problème, il était plutôt russo-russe en réalité. C'est-à-dire que officiellement, la Chine n'était pas partie prenante, sauf qu'il y avait des coupes sauvages, il y en a sans doute toujours, pour du bois qui était exporté brut, sans transformation, donc avec une valeur ajoutée très limitée et de façon souvent illégale. Voilà, donc ça existait, ça existe peut-être encore, quoique probablement de façon un peu moins spectaculaire qu'il y a 10 ou 15 ans. Bien, voilà, nous sommes arrivés un peu au bout des questions. Merci infiniment à tous les deux. Ah oui, il y avait une question qui nous est venue par notre boîte hotline concernant les assurances qui sont acceptées encore en France pour l'obtention d'un visa russe, puisqu'il est toujours possible d'obtenir des visas russes en France actuellement. Alors, d'après ce que j'en sais, parce qu'on a posé la question à Paris, il semblerait que qu'on continue à accepter les assurances classiques, c'est-à-dire notamment Europe Assistance, AXA, des choses comme ça. Donc, le mieux, c'est de contacter directement le consulat ou éventuellement les sociétés qui s'occupent des visas qui pourront vous dire très concrètement au jour le jour ce qui est accepté. Mais de ce que j'en sais là aujourd'hui, les grandes assurances sont acceptées toujours, donc pour l'obtention d'un visa russe. Voilà. Bien, merci infiniment. Est-ce que, Pavel, tu veux rajouter quelque chose? Et non, l'heure d'hiverne est toujours d'actualité, donc nous allons nous retrouver jeudi, comme d'habitude, à 17h30, e-test 15h30, heure de Paris. La hotline fonctionne, comme l'exemple commenté par notre président sur la question des assurances l'a démontré. Et pour le reste, aucun événement spectaculaire à Moscou. Même sans nos amis chinois, puisque le Cirque du Soleil n'est pas là actuellement. Il y a eu une désynchronisation entre le programme officiel et le programme culturel. Pour le reste, eh bien, heureux de vous retrouver, les amis. Tenez bon. Merci beaucoup. Juste pour rappeler à ceux qui sont présents à Moscou qu'on a toujours dans nos locaux, donc le 29 mars, une rencontre intéressante sur le fondateur et directeur chef du projet Balkanis, donc sur la question Russie-Serbie, dernière fenêtre sur l'Europe va-t-elle se refermer? Voilà, donc je suis sûr que vous êtes tous très désireux de connaître la réponse à ces questions. Venez nombreux le 29 mars dans nos locaux en vous inscrivant, comme d'habitude, sur observo@ccfr.ru. Oui, il ne faut pas faire de remarques serbo-croates, c'est bien connu. Voilà. Donc, tenez bon, comme toujours, la CCI France-Russie est à vos côtés et nous vous attendons jeudi pour notre 129e briefing. À bientôt.